Oh, M. Night Shyamalan. Après un début magistral avec des films comme Sixième Sens et Incassable, au point que les critiques le surnommaient déjà le nouveau Hitchcock et Spielberg, et puis la suite des films de M. Shyamalan n'en était que des suites plus ou moins nanardesques, plus ou moins navées. Les gens n'y vont plus pour être émerveillés par l'histoire qu'ils nous racontent, mais pour se fendre de la poire devant des situations invraisemblables, des personnages aux réactions ridicules et aux jeux d'acteurs ridicules car ils n'y croient pas. Et des twists, des révélations forcées, attendues et prévisibles, qu'ils ont perdu leur sens et leur saveur et l'effet de surprise. Et quand il n'y a pas de twist, on assiste à l'ennui le plus total. Le signe de la décadence artistique de M. Shyamalan se voyait déjà dans le troisième long métrage, Signe, film bien nommé, où les faiblesses du scénario étaient repérables à chaque scène. Et ça n'a fait qu'empirer depuis avec des métrages avec pour point d'orgue Phénomène, un film qui nous raconte du vent dans tous les sens du terme, et un jeu d'acteur ridicule de Mark Wahlberg qui désavoua par la suite le film d'ailleurs. Puis vous connaissez la suite de ces films, je ne vais pas tous les faire car ce n'est pas le sujet ici. Puis arrive Visite et Split, où on parlait de renaissance de ce cinéaste. J'ai mis des réserves sur ces films, mais là non plus ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas aborder ici en détail. Et puis il retombe de nouveau dans les bas-fonds artistiques avec le décevant Glass, où il voulait marcher sur les traces de Marvel avec son univers connecté, et Old, un échec total, autant sur le plan artistique que sur le plan commercial. Donc on pensait ne plus entendre parler de lui pendant longtemps, et surprise, il revient avec Knock at the Cabin. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur le film, beaucoup de choses, donc par quoi commencer? Alors les deux papas qui sont en danger avec leur petite fille dans la cabine au début cherchent de l'aide, mais ils n'ont pas de portable. Je rappelle que le film se passe de nos jours, et de nos jours, je crois qu'aucun d'entre nous, si il y en a, mais c'est rare, ne peut se séparer de son portable, même dans des lieux où il n'y a pas de réseau, on a toujours notre portable dans nos poches ou bien à côté de nous, rien que pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, peu importe. Et là, ils n'ont pas de portable, comme par hasard, pour faciliter le scénario, alors que on y reviendra plus tard, mais dans une des scènes flashback, on les voit où ils ont leur portable, ils jouent avec, ils écoutent de la musique avec. Miraculeusement, le portable a disparu, sans explication. Qu'est-ce que je relève d'autre? Donc de nos jours, toutes les voitures ont le système pour ouvrir les portières à distance, en appuyant sur sa clé. Là, ils ont des voitures super modernes. Et pour les besoins du scénario, pareil, pour créer la tension à 2 balles. Leur voiture moderne ne dispose pas de cette fonction, si bien qu'il doit ouvrir la portière avec la clé pour laisser le temps à l'un des agresseurs de pouvoir le rattraper, pour créer un suspense à 2 balles. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Yes, I can definitely smell shame. Bref, ensuite les agresseurs, donc au début, au lieu de rentrer dans la cabane facilement parce que les fenêtres étaient ouvertes, eh bien non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent jusqu'à ce que les papas et la petite fille aient le temps de fermer toutes les fenêtres. Et c'est là qu'ils commencent à vouloir pénétrer dans la cabane, et en cassant les vitres, en se donnant un mal de chien pour y entrer, alors qu'ils pouvaient faire plus tôt quand toutes les fenêtres étaient ouvertes. Puis on passe aux clichés, aux figures imposées des films de maintenant. Là, on a le couple homosexuel avec les deux papas qui adoptent une petite fille asiatique. L'un des deux papas est avocat pour une association des droits de l'homme, dont le film aborde le thème de l'homophobie, en passant aussi. Quoi d'autre? J'ai relevé aussi la réaction inappropriée des personnages. Comme dans la plupart des films de Shyamalan. Les deux papas là, qui se font agresser, ligoter, tabasser, et qui ne s'étonnent pas et ne donnent pas d'explication à leur agresseur. Pourquoi ils sont agressés? Ils assument direct que c'est une agression homophobe. Et après que les agresseurs leur disent non, c'est pas une agression homophobe, ils s'attendaient même pas, ils savaient même pas qui ils allaient trouver dans cette cabane. Donc ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Bref, donc les deux papas croient les agresseurs, mais ils ne pensent toujours pas à demander le motif de l'agression. Il faut que ce soit les agresseurs eux-mêmes qui donnent le motif de cette agression, sinon on n'en saura rien. Nos deux papas ne sont pas des curieux, quoi. Alors le coup du petit couteau de cuisine qui sert à couper la corde pour se libérer, oui, c'est des choses normalement qu'on ne fait plus. On en a tellement vu que maintenant c'est plus crédible en fait, mais bon. Monsieur Shyamalan utilise encore ce truc dans son film.
Bon, bien que le film nous fait comprendre que l'homophobie n'est pas le motif de l'agression, le film revient quand même à la charge vers la fin du film pour nous faire croire de nouveau que la piste de l'homophobie pourrait être la cause, pour juste quelques secondes après se démentir, annuler ce motif. Du coup, pourquoi remettre le couvercle alors que c'était clair et net? Pourquoi ce temps perdu inutile? La petite fille qui joue très bien, hein, mais elle ne sert à rien, contrairement au rôle des enfants dans ces autres films comme le Sixième Sens ou même After Earth. Voilà, elle sert à rien, sauf peut-être au début à nous faire croire que Léonard, le personnage joué par Dave Bautista, va la tuer, que le sujet du film serait super dark sur des meurtres d'enfants, des agressions d'enfants. À part pour nous mener sur une fausse piste dans la scène d'ouverture. Voilà, c'est tout. Après cette scène-là, la fille, elle disparaît presque complètement du reste du film, de l'histoire, quoi. On ne la voit quasiment plus à l'image. Elle reste en arrière-plan, elle a quelques cris, quelques réactions, mais c'est tout, quoi. Donc s'il était absent pendant tout le film, voire du scénario, ça n'aurait rien changé, en fait. Après, il y a le problème de narration aussi. Alors les flashbacks, il y en a 4 ou 5 dans le film qui ne servent à rien, car il nous apprend rien de nouveau, de surprenant. C'est juste de la redite par rapport à ce qu'on sait déjà dans le présent à travers les images ou les dialogues entre les personnages. Là, je prends comme exemple le premier flashback. On montre l'un des papas qui présente son copain, donc aux parents, qui bien sûr ne l'acceptent pas et qui s'en vont. Donc cliché de scènes vues et revues dans plein de films traitant du sujet du coming out, voilà. Et puis on sait déjà qu'ils sont homosexuels depuis le début du film, donc scène doublement redondante et inutile. Flashback numéro 2, on montre les deux papas qui adoptent Wen, la petite fille, dans un orphelinat chinois. Pareil, information déjà connue depuis le début. Cette scène de flashback nous apprend rien de plus. Flashback numéro 3 montre leur arrivée à la cabane et justement on les voit avec un téléphone portable qui ne se trouve plus nulle part pendant le reste du film. Ça aurait été utile, même si le film précise qu'il n'y a pas de réseau dans la cabane. Voilà, et puis c'est tout. Cette scène ne sert à rien non plus. Flashback numéro 4 montre notre couple en train de dîner, de se déclarer leur flamme. Ça aussi, on sait qu'ils sont super amoureux, qu'ils sont prêts à donner leur vie l'un pour l'autre, blablabla. C'est pour ça qu'ils ont adopté un enfant. Et puis ils l'ont répété pendant tout le début du film. Encore une scène inutile. Au moins dans Sixième Sens, il y a un flashback de la scène du dîner entre le couple, Bruce Willis et sa femme. C'est utile parce que ça nous montre de nouvelles informations. La situation sous un angle nouveau qu'on a raté. Mais là, ça montre rien, c'est de la redite. En fait, sans les scènes flashback, le film ne serait pas pénalisé pour autant, quoi. Après, il y a le sacrifice des agresseurs, là, nos 4 agresseurs. À chaque fois que les deux papas refusent de désigner qui ils ont choisi de sacrifier, entre eux et la petite fille, l'un des agresseurs se donne la mort ou se fait tuer par ses complices, on va dire. Mais pourquoi? Donc au final, on ne sait pas où le film veut en venir, leur sacrifice ne sert à rien. Ça n'arrête pas l'apocalypse, justement, parce que selon eux, pour arrêter l'apocalypse, il n'y a que la mort de l'un des deux papas ou la petite fille qui peut l'arrêter. Donc je vois pas à quoi sert leur sacrifice de ces agresseurs-là. Et après aussi, pourquoi ils veulent le sacrifice d'un des 3 personnages, les deux papas et la petite fille, pour qu'eux et pas d'autres personnes? Ou bien est-ce que c'est juste le lieu qui est important et pas les gens qui l'occupent? Parce que les agresseurs disent eux-mêmes ne pas connaître le couple et leur petite fille avant d'arriver à la cabane. Ils étaient même surpris de trouver une famille avec 2 papas. Donc ça confirme bien que pour arrêter l'apocalypse, ça n'était pas obligé de sacrifier ces 3 personnages précis. Donc pourquoi, quand cela ne marche pas, ils vont pas simplement trouver d'autres personnes? Pourquoi perdre du temps à les convaincre alors que l'apocalypse est imminent? Pourquoi? On n'aura jamais la réponse. Alors quoi d'autre? Oui, on retrouve des phénomènes inexpliqués, soudains, comme dans le film Phénomène, justement, des avions qui tombent, alors que dans Phénomène, c'était les gens qui sautent du toit, qui se suicident. On dirait que Shyamalan veut refaire son Phénomène qui était raté et ils veulent faire le remake avec quelques corrections pour améliorer le film, je sais pas. Après, il y a la musique qui est le point positif. Surtout la musique qui sert à la scène d'ouverture, qui est super angoissante. Et puis bilan,
Donc autant dans ses précédents nanars, on a pu trouver des choses amusantes. After Earth, c'était le jeu du fils de Will Smith. Phénomène, le jeu de Mark Wahlberg et le vent. Dans The Visit, c'était l'ado qui joue le rappeur. Split, le jeu de James McAvoy qui nous incarne le cliché d'un adolescent, d'une vieille dame, d'un monstre. Voilà, comme au cours de théâtre au collège ou en primaire, quoi. Puis Old. C'était tout le film en fait, à chaque dialogue, à chaque réaction de personnage. Avec Knock at the Cabin, il n'y a rien à sauver. Rien du tout. Hélas, encore une fois, on se divertit plus en allant voir un film de Shyamalan à relever les défauts, les incohérences du film que pour ses qualités. Depuis ces dernières années, Shyamalan est devenu la risée des cinéphiles. De futurs Spielberg et Hitchcock, ces films sont devenus des productions dignes de l'écurie Roger Corman. Et surtout, le plus important, c'est je comprends pas où il veut en venir avec ce film. Il y a quoi comme message? Quel est le message? Quel genre de film c'est? Quel genre d'émotion il veut provoquer chez les spectateurs? S'il veut faire peur, ça fait pas peur. S'il veut nous étonner, nous surprendre, ça nous surprend pas. S'il veut nous faire nous poser des questions, mais sur quoi? En fait, où va le film? Il y a pas de... La fin n'explique rien, il y a plein de questions, pas de réponses. Mais c'est même pas des questions qui du style de Inception où à la fin, on sait pas si finalement le personnage de DiCaprio était encore dans son rêve ou c'est la réalité. C'est pas ce genre de questions-là, mais c'est plutôt des questions dues aux faiblesses du scénario. Plutôt, je sais pas, je comprends pas ce film, il me fait aucun effet.